Alors, bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle conférence métier du CFA-IGS, filière Banque Assurance Conseil. Alors, nous avons l'immense plaisir ce soir d'accueillir Monsieur Raphaël Reybert. Bonsoir, Monsieur Reybert. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté de prendre sur votre temps pour venir animer cette conférence avec nos étudiants sur le thème de la direction d'un groupe bancaire. Alors, vous êtes vous-même directeur général du Crédit Mutuel Île-de-France. 5 étudiants ont préparé avec vous cette conférence et je vais immédiatement passer la parole à nos 2 animateurs en chef, Hugo et Axel, et je vous retrouve pour le temps d'échange. Tout à l'heure. Merci Madame Alice. Alors aujourd'hui, pour cette conférence qui sera animée avec Hugo et moi-même, nous avons l'honneur d'avoir Monsieur Reybert avec nous, donc pour le thème de direction d'un réseau bancaire. Donc dans une première partie qui sera axée donc sur Monsieur Reybert et donc son parcours professionnel, la seconde sera sur la valeur ajoutée d'un directeur général d'un réseau bancaire, et la troisième sera plus axée sur le marché des professionnels au sein d'une banque. Donc Monsieur Reybert, pouvez-vous nous décrire un peu votre parcours professionnel? Donc là, il faut 1 heure pour me présenter à peu près. Bon, déjà, je veux vous féliciter pour la préparation de ce moment d'échange qui est important pour moi. Et on y reviendra tout à l'heure. Donc, mon parcours, je ne donne pas de date, parce que sinon, ça va nous emmener à des dates où vous n'étiez pas encore né. J'ai démarré dans un groupe bancaire concurrent qui s'appelle la Société Générale, où je faisais de l'analyse financière, analyse économique de grandes entreprises, après une maîtrise d'économie. J'ai très vite compris qu'une banque à taille humaine, qui donne de l'autonomie, qui donne de la confiance, comme le Crédit Mutuel, c'est un groupe qui lui correspondait à mes valeurs. Donc j'ai rejoint le Crédit Mutuel pour restructurer une caisse de Crédit Mutuel qui avait besoin d'une nouvelle dynamique sur le marché des professionnels. Je sais que c'est un sujet qui vous intéresse particulièrement. Je suis ensuite directeur d'un Crédit Mutuel spécialisé dans les professions de santé, une clientèle plutôt haut de gamme, voire trop haut de gamme, avec également des patrons de clinique, une équipe de 13 collaborateurs. J'avais 32 ans. 5 ans après, j'ai dirigé une caisse de Crédit Mutuel de plus de 30 salariés sur 4 points de vente, qui était tout métier, agriculture, pro, mais également entreprise, et puis bien sûr au marché des particuliers. Pour être directeur commercial de la région Lorraine, le FCMS, ceux qui descendent en 2e division. J'ai rejoint l'Île-de-France en 2007 pour diriger. Alors une particularité, c'est qu'en Île-de-France, nous dirigeons 2 réseaux, et le Crédit Mutuel et le CIC, puisque le CIC a rejoint le Crédit Mutuel en 1998, date très importante, puisque c'est la première fois que nous étions champions du monde, effectivement, c'est bien. Et là, je dirigeais 55 agences dans Paris Intramuros. J'ai été nommé ensuite directeur commercial de l'Île-de-France, et puis depuis 5 ans, j'ai le bonheur de diriger les 2 réseaux franciliens, donc du Crédit Mutuel et du CIC en Île-de-France. J'ai essayé de synthétiser. Ça a été? C'est ça, super. Vous êtes toujours avec moi? Toujours. Super. Du coup, comme mon collègue Axel l'a dit, la seconde partie, c'est axé sur la valeur ajoutée d'un directeur général. Donc ma question, c'était, en gros, en quoi consiste le rôle d'un directeur général? Moi, j'ai envie de vous reposer la question. D'accord. Bien sûr, je répondrai à votre question. D'après vous, quel est le rôle d'un directeur général? Alors, selon moi, un directeur général, logiquement, déjà, il donne des directives. Il consulte plusieurs sous-parties, j'ai envie de dire, donc les responsables de secteur, les directeurs aussi. Après, je ne sais pas que c'est. Moi, je dirais aussi que vous participez aux stratégies du groupe, donc aux grands axes pour le développement du réseau. Donc que ce soit par exemple pour les agences bancaires, ou alors pour aussi le développement international, pour nos filiales. Après, à vous de nous dire aussi, nous éveiller aussi cela. Alors, je pense que là, vous pouvez les applaudir parce que ce n'est pas prévu. C'est pas du tout prévu. Mais comme vous avez tout dit, on peut passer à la question suivante. Oui, alors, ce qui est important pour un directeur général, déjà pour moi,
l'essentiel, c'est d'être à l'écoute. À l'écoute, bien sûr, des collaboratrices et des collaborateurs, d'être à l'écoute d'environnement économique général, mais également de l'environnement économique de la région que je dirige. Ça, c'est vraiment un sujet fort. C'est la raison pour laquelle le Crédit Mutuel, qui est la première banque à mission, c'est également doté d'une raison d'être, qui est ensemble, écouter et agir. Donc, le sujet majeur pour moi, c'est de travailler en esprit d'équipe. Je vous l'avais dit justement, avec des directeurs de secteur qui pilotent chacun environ une petite quarantaine entre 40 et 45 caisses de Crédit Mutuel et succursales CIC. Quand on écoute, ça permet de prendre des décisions. Donc un directeur général doit être un décideur. Quand on prend des décisions, il y a parfois des décisions faciles et des décisions difficiles à prendre. Donc il faut avoir du courage. Et ce courage, il n'y a pas que le directeur général qui doit en avoir. Je crois qu'on doit en avoir dans chacun des métiers qu'on peut gérer dans la banque ou dans les autres métiers. Il faut avoir également du courage pour faire des études. Et ça, c'est un sujet majeur pour moi, c'est d'encourager chacune de mes collaboratrices, chacun de mes collaborateurs à faire un maximum d'études. Parce que les études permettent déjà d'échanger, d'approfondir ses connaissances, d'améliorer sa culture générale. Parce que quand je vais échanger, quand je vais me déplacer, je sais que ça fait partie d'une question, donc il ne faut pas trop que j'aborde. Et quand j'échange avec ceux qui m'entourent, bien sûr, je vais parler de développement, bien sûr, je vais parler de stratégie, et je vais également parler de ce qui nous tient à cœur au quotidien, ce sont les résultats du PSG, les résultats de tous les sports, parce que j'adore tous les sports. Et je crois que ce qui est fondamental pour un directeur général, c'est d'avoir le goût du challenge. Ça, c'est vraiment essentiel. Et donc, c'est de définir une stratégie. Une stratégie qui est en cohérence, bien sûr, avec la stratégie du groupe. Alors, je ne sais plus lequel d'entre vous l'a dit, je crois que c'est vous. Effectivement, dans le Crédit Mutuel Alliance Fédérale, donc Crédit Mutuel Alliance Fédérale, c'est le Crédit Mutuel et c'est le CIC, nous prenons des décisions en commun avec l'ensemble des directeurs généraux. Et donc, nous participons à la définition de la stratégie du groupe. Bien sûr, il y a un directeur général, Daniel Ball, et un président, Nicolas Thierry. Mais l'ambition, c'est d'être, bien sûr, ensemble, en phase, avec la stratégie que nous voulons mettre en œuvre. Et réellement, ce que nous voulons mettre en œuvre, c'est une stratégie à moyen terme et à long terme. Il n'y a pas de stratégie à court terme, parce que dans notre groupe, nous ne sommes pas soumis à la pression des marchés financiers, puisque nous ne sommes pas cotés, et c'était une volonté vraiment très forte. Donc effectivement, on participe à la stratégie du groupe. Nous avons également un rôle dans les filiales, en tout cas dans certaines filiales du groupe. Moi, je suis moi-même administrateur de Crédit Mutuel d'épargne salariale, de Crédit Mutuel immobilier. Je suis président d'un magnifique centre de formation qui s'appelle Légatine, à Verrières de Buisson, que vous connaissez bien. Et le rôle du directeur général, c'est aussi de s'entourer d'une équipe et de faire confiance. C'est pour moi un sujet majeur, c'est de faire confiance, bien sûr, à cette équipe très proche qui travaille au quotidien avec moi, c'est de faire confiance aux directrices et aux directeurs, mais également à l'ensemble des collaborateurs. C'est vraiment essentiel pour accélérer notre développement. Et quand je parle de goût du challenge, c'est de prendre des décisions qui parfois pourraient être un petit peu surprenantes. Il y a notamment une décision que j'ai prise qui s'appelle CAP 2500, parce que, grosso modo, une agence bancaire est rentable à partir de 2500 clients. 2000 si il y a un bon portefeuille sur le marché des professionnels. Et puis habituellement, et dans toutes les banques, on a donc cette habitude de mettre des débutants dans des petites agences.
Moi, je trouve que les petites agences ont plutôt besoin d'expérience, d'expertise. Et il faut plutôt mettre des collaborateurs confirmés, qui ont un savoir-faire et qui ont cet effet de levier qui va permettre d'accélérer le développement d'une pièce ou d'une succursale. Et pour ça, il faut que les collaborateurs et les directeurs me fassent confiance. Quand j'ai pris la décision de dire à un directeur qui dirige 10 collaborateurs, j'ai besoin de toi pour diriger une équipe de 4 collaborateurs, je peux vous dire que culturellement, c'est compliqué. J'avoue que pour moi aussi, si on m'avait proposé il y a 15 ou 20 ans, j'aurais pris un peu de recul par rapport à ça. Et il y a en tout, sur l'ensemble des 2 réseaux, 20 directrices et directeurs qui m'ont fait confiance et qui m'ont dit ce challenge, on le prend. Et bien évidemment, celui qui ne réussit pas, derrière, je lui donne la capacité de rebondir vers d'autres sujets. Donc vraiment, ce sujet de confiance, c'est un élément qui est majeur. Je fais confiance à l'ensemble des collaboratrices et collaborateurs. Donc je leur demande de me faire confiance parce que mon ambition, c'est de faire grandir tout le monde, c'est de donner l'opportunité à chaque collaboratrice et à chaque collaborateur de s'exprimer dans les meilleures conditions, de se faire plaisir au quotidien. Ça, c'est vraiment important pour moi. C'est le matin quand vous vous levez, il faut que vous soyez heureux d'aller passer la journée que vous allez passer. Je ne dis pas pourquoi, il y a une journée, on se dit bon, vivons ce soir, vivons à la fin de la semaine, mais soyez heureux de ce que vous allez entreprendre. Soyez heureux de ce que vous allez faire, parce que si vous n'êtes pas heureux de ce que vous allez faire, il faut faire autre chose. Et si vous êtes heureux, vous allez vous épanouir et vous allez, je pense, accélérer votre carrière parce que dans tout ce que j'ai entrepris, j'ai toujours été ultra heureux de faire ce que j'ai fait. Par contre, ça veut dire aussi qu'il faut avoir cette capacité à vouloir se remettre en question, à dire bon, maintenant, ce que je gère, je le maîtrise bien, je suis dans ma zone de confort, mais maintenant, je me remets en question, qu'est-ce que je suis capable de faire? Et il faut que j'ai ce goût du challenge, ce goût du danger, sachant que dans notre groupe, quand on se remet en question et qu'à un moment donné, on est un peu en difficulté, vous serez toujours accompagné. Ça, c'est bon, pour moi vraiment primordial. D'accord. C'est vrai que c'est important la confiance. Et d'ailleurs, c'est comme ça que vous avez pu aussi monter au fur et à mesure des années. C'est pour ça que, je veux dire, dans votre parcours, il était prédestiné, mais vous vous êtes dit, voilà, avec ce challenge-là, ce but du challenge, vous voulez toujours monter un peu plus haut, ou alors ça s'est fait via des opportunités. Donc, quand je suis sorti de l'école maternelle, je me suis dit, il faut que je sois directeur général des Îles-de-France. Non, mais un peu à ce niveau-là. C'est des sacrifices, non? Alors déjà, quand je suis sorti de mes études, avec un parcours un petit peu atypique, bon, effectivement, jamais j'aurais pensé pouvoir être à un moment donné directeur général de 3800 collaborateurs en plus de 560 agences, grosso modo. Bon, ça veut dire que tout est possible pour tous ceux qui s'investissent et qui travaillent. Alors oui, il faut bosser, il faut réussir. Ça n'arrive pas comme ça. C'est certainement un sujet majeur. Il faut bosser, il faut faire confiance également. Faire confiance à c'est ce qu'on appelle les N+1 ou N+2, ou en tout cas ceux qui mettent une stratégie en place. Et puis il ne faut pas hésiter à participer. Ça, c'est aussi un des éléments essentiels dans le pilotage de mes 2 réseaux, c'est que dans les réunions, je laisse une place énorme aux échanges et je réponds à toutes les questions. Ça, c'est vraiment pour moi essentiel. Donc, ça veut dire que oui, il faut travailler, il faut participer, il faut amener des idées, il faut se mettre un petit peu en danger, et puis voilà, organiser des sujets qui sont peut-être des nouveautés, mais qui, in fine, sont de formidables opportunités qui pourront ensuite être partagées avec les collègues et puis en faire une réussite pour l'ensemble du groupe. Parce que finalement, il faut être fier lorsqu'on est chargé de clientèle professionnelle du développement de son portefeuille, on peut être fier du développement de sa caisse de crédit mutuel, fier de sa région. L'objectif final, c'est la fierté
d'appartenance dans un groupe bancaire. En tout cas, moi, je suis ultra fier d'appartenir à Crédit Mutuel et National. On rejoint aussi les valeurs du groupe. C'est ce qui nous réunit tous. Absolument, il faut être en phase avec les valeurs du groupe, avec des enjeux forts pour nous, c'est la parité. Moi, j'ai démontré dans mon comité de direction, avec presque autant de femmes que d'hommes, donc on est 5. Donc il y a ou 3 hommes ou 3 femmes. Bon, là, en l'occurrence, il y a 2 femmes, et ça, c'est essentiel. Donc cette parité, mais cette parité, la diversité également de milieux, d'origine, de tout du parcours différent qu'on a les uns et les autres. Je crois que c'est ça ce qui permet de favoriser et de valoriser les échanges et d'être encore plus fort. Moi, j'aimerais aborder surtout sur quelles sont les qualités requises selon vous pour exercer ce métier. Le fait que moi, sympa. Ah, j'en doute pas. Merci. Les qualités requises, ça va rejoindre ce que j'ai dit, c'est faire confiance au groupe, c'est travailler, c'est accepter de se mettre en danger, accepter de se remettre en question. Et encore une fois, c'est faire confiance. Souvent, on me dit, montrez-moi d'abord que vous me faites confiance. Sous-entendu, je prends un nouveau métier, d'abord rémunérez-moi en conséquence. Sur chacun des métiers, sur chacune des évolutions que j'ai prises, quel que soit le poste que j'ai pris, j'ai fait confiance. J'ai jamais dit, ok, je prends le job, mais quelles sont les contreparties, qu'est-ce que je vais gagner, qu'est-ce que je vais avoir, etc. Vraiment, ça c'est pour moi fondamental. Parce que le premier intérêt qu'on doit avoir, c'est l'intérêt du job qui est proposé. Et à partir du moment où on propose un nouveau job, qui est notamment une évolution, ça veut dire qu'on nous fait confiance. Et dans notre groupe, logiquement, le nécessaire est fait pour que vous puissiez vous épanouir. Donc ça veut dire que dans quelque entreprise que vous serez ou soyez aujourd'hui, en tout cas si vous rejoignez le Crédit Mutuel et le CIC, je vous encourage à le faire, faites confiance. Derrière, on fera toujours le nécessaire pour vous accompagner, que ce soit sur les aspects financiers, mais il n'y a pas que ça. Il y a des aspects également de qualité de vie au travail. Ça fait partie aujourd'hui des enjeux de Crédit Mutuel Alliance Fédérale et également tous les sujets de formation. Aujourd'hui, dans Crédit Mutuel en Ile-de-France, j'ai 11,5% de ma masse salariale qui est dévolue à la formation. C'est-à-dire qu'on pousse fortement sur la formation, on pousse fortement également sur l'alternance. Il y a aujourd'hui 142 alternants dans Crédit Mutuel Ile-de-France. Et vous êtes nombreux, c'est-à-dire qu'on fait donc confiance également aux jeunes, en vous. Donc voilà, moi j'ai toujours fait confiance et je ne me suis pas posé de questions, ça a toujours suivi naturellement. D'accord. Maintenant, on va plutôt parler, comme on les a évoqués précédemment, est-ce que vous êtes beaucoup sollicité par vos chefs de secteur suite aux demandes de collaborateurs en avance? Donc les directeurs et directrices de secteur qui pilotent environ une quarantaine d'agences me représentent sur le terrain. Ce sont les représentants de la direction générale. Ce sont des directrices et directeurs confirmés qui étaient en réussite dans leur précédent poste. Et ceux qui arrivent, ils se prennent une claque dans la figure. Parce que quand on dirige une caisse, une succursale, grosso modo, une dizaine, une quinzaine de collaborateurs, quand ils arrivent à piloter une quarantaine d'agences, donc grosso modo, 250 collaborateurs, c'est super nouveau, super intense. Il y a des mails qui arrivent dans tous les sens, donc il faut être ultra organisé. Ça fait partie aussi de ma mission et des missions de mes collaborateurs. Donc évidemment, il faut qu'ils échangent, il faut qu'ils me sollicitent. Donc ce sont plutôt ceux qui démarrent dans cette fonction qui me sollicitent. Tout à l'heure, je parlais de confiance. Donc ce que je leur demande, c'est appelez-moi, sollicitez-moi.
Bien sûr, de temps en temps, je vais les appeler pour voir comment ça va. Mais voilà, je les sollicite et je leur demande donc qu'ils me sollicitent sur des problématiques particulières pour lesquelles ils ont besoin d'un avis. Et quand on me pose une question pour prendre une décision, je leur demande d'abord quelle est la décision que eux prendraient. Parce que dans le Crédit Mutuel, l'Alliance fédérale est particulièrement en Île-de-France, j'ai parlé d'autonomie tout à l'heure, je donne une autonomie forte à mes directrices et directeurs de secteur, aux directrices et aux directeurs également, puisqu'il y a au moins 95% des dossiers de crédit qui sont validés en agence, et donc très peu sur les fonctions de siège. Donc c'est-à-dire qu'il y a, on parlait tout à l'heure de confiance, vous voyez, j'insiste vraiment sur cet aspect. Donc, je leur demande quelle est la décision qu'ils prendraient, puis ensuite, je suis effectivement ou en phase, où je leur dis, est-ce que tu ne pourrais pas te poser telle ou telle question, et peut-être que ça influerait ta décision. Donc, ils me sollicitent, je pourrais dire plutôt de temps en temps, mais on se retrouve au moins une fois par mois dans ce qu'on appelle un comité réseau. Il y a le comité de direction, il y a les responsables de secteur, on se retrouve une demi-journée, où là, je vais aborder plutôt l'actualité du groupe, la stratégie du groupe et la stratégie que je souhaite mettre en œuvre. Et comme j'ai besoin de cette relation particulière avec ces directrices et directeurs de secteur, alors, au lieu que la réunion démarre à 9h, elle démarre pour eux et eux seuls à 8h du matin. Et j'arrive avec aucun sujet. L'objectif, c'est que c'est à eux de me proposer une actualité, un sujet à aborder, et puis librement, on échange. L'objectif pour moi, c'est encore plus de transversalité sur les réussites ou les échecs des uns et des autres, parce qu'on doit rebondir également sur les deux. Vous parlez aussi de notre organisation, d'où ma prochaine question. Quelle est à peu près, même si je sais que une semaine ne ressemble pas à l'autre, une semaine type d'un directeur général? Il n'y en a pas. Ouais. Il n'y en a vraiment pas. Il n'y a pas de journée consacrée à telle chose ou alors. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que dans un mois, il y a donc un comité réseau, donc le comité de direction et le responsable de secteur. Il y a 2 comités de direction par mois, tous les 15 jours. Il y a des réunions, toujours trop de réunions sur différents éléments stratégiques ou de conformité, d'engagement, de développement, des réunions à Strasbourg ou à Paris avec mes collègues directeurs généraux. Et puis il y a l'actualité aussi qui parfois perturbe un agenda classique. Donc le vrai sujet pour un directeur général, c'est d'être adaptable, d'être vraiment ultra souple. Il faut un moment consacré également à la gestion des mails. Donc il faut être très organisé, très structuré, aller à l'essentiel. Ça c'est vraiment majeur. Il faut une exigence, mais je crois que ça fait partie du challenge, hein, c'est cette exigence de se dépasser et de vouloir aller au-delà. Moi, ça me fait penser aux Jeux Olympiques, hein, plus haut, plus loin, plus fort. Donc, dans l'agenda classique, si peut-être ce qui est classique, donc moi j'arrive au bureau à 7h du matin, parce que je veux être tranquille. Alors, en théorie, c'est être tranquille jusqu'à 8h du matin, alors à laquelle il y a quelques réunions qui peuvent démarrer. Et un moment qui est essentiel pour moi, c'est que certains membres du comité de direction savent que je suis là, donc ils viennent. Parfois, il y a d'autres collaborateurs qui viennent dans mon bureau, on partage un café, on parle de sujets qu'on n'a pas eu le temps d'aborder la veille ou pour lesquels il faut prendre une décision. Ou alors on parle du PSG, on parle de tout autre sujet de politique. Donc voilà, c'est un moment plutôt de convivialité qui permet de resserrer les liens, qui permet aussi de se dire les choses plus directement et toujours dans la confiance
Voilà, c'est un moment qui est assez fort. Les informels sont importants aussi à la confiance et aux échanges. Les temps informels et les moments de convivialité, ils sont super importants. Et d'ailleurs, c'est grâce à un moment de convivialité, je crois que c'est vous deux, voilà, qui m'aviez sollicité en septembre de l'année dernière. Pour moi, voilà, c'est essentiel. Il y a effectivement des réunions entre guillemets officielles, mais l'objectif après, c'est de se retrouver, de pouvoir échanger par petits groupes, de se faire solliciter pour intervenir devant vous ce soir, et on a réussi à le mettre en œuvre. Donc bravo. Oui, la convivialité est un élément important de proximité, d'écoute du terrain et de confiance. Ouais. Du coup, en tant que directeur général, est-ce que c'est important pour vous de vous déplacer en agence pour voir un peu le quotidien des collaborateurs? Parce que vous avez des retours aussi des directeurs de secteur, mais du coup, est-ce que vous déplacez vous aussi en agence pour voir vraiment comment ça se passe? La priorité première, et je l'ai dit tout à l'heure, souvenez-vous la raison d'être ensemble, écouter, agir. J'avais dit aussi que dans mon job, il faut écouter l'environnement économique, mais l'environnement de proximité. Donc, oui, votre question est absolument judicieuse. C'est essentiel d'aller sur le terrain. Pour moi, c'est vraiment essentiel. Et je reviens toujours regonfler, mais à bloc, quand je passe une journée dans le réseau. Là, il y a une journée classique quand je vais sur le terrain. C'est que je démarre par une caisse de crédit mutuel ou une succursale, par un moment de convivialité avec l'équipe. Donc, je demande à ce que l'équipe vienne une demi-heure plus tôt. On se prend un café, croissant, et on échange sur tout. Donc là, encore une fois, ça peut être sur le sport, l'économie, la politique, la stratégie, ouais, le CSG. Donc, bon, je passe à un moment, alors toujours avec le responsable de secteur, avec le directeur. On va ensuite voir une deuxième équipe. Toujours voilà, échange libre. Un déjeuner avec 5-6 directeurs. Toujours très à l'écoute de ce qui se dit. Donc, je prends des notes. Voilà. Et puis, je passe encore le temps avec 2 autres agences l'après-midi. Et je demande au responsable de secteur de terminer par une agence dans laquelle ça fonctionne bien. Ça m'est arrivé de terminer une journée où j'ai fait 5 agences. J'arrive le soir chez moi, je traite mes mails, je dis la journée n'a pas été bonne. Et comme un directeur général doit prendre du recul, je dis bon, t'as vu un tel, ben non, là c'était sympa, là c'était génial, bon, là c'était difficile, ça c'était super. Donc je demande à la salle de secteur de terminer par l'attente dans laquelle il pense que voilà, c'est la cerise sur le gâteau. Voilà, on termine dans de bonnes conditions. Donc ça, voilà, ça c'est la journée type quand je suis sur le terrain. Oui, c'est pour moi essentiel. Et je demande d'ailleurs aux directrices, aux directeurs de secteur d'aller plus dans le réseau. Jusqu'à présent, je leur disais, allez rencontrer au moins, faites 20 rendez-vous par mois avec des rendez-vous en profondeur avec des directrices et des directeurs. Et là, je me dis, mais 20, c'est pas suffisant. Faites encore plus sur le terrain. Et comme un directeur général doit être exemplaire, donc j'y vais davantage. Parfois, je bouscule l'agenda, je coince et des réunions qui duraient 2 heures, je leur dis maintenant, cette réunion, elle dure 1 heure ou 1 heure et quart maximum. Mais bon, et donc on y arrive. Donc oui, pour moi, c'est vraiment essentiel. Et je vais revenir sur la première question, là, sur le rôle du DG. Le rôle du DG, c'est parce que moi j'adore le terrain, j'adore d'être en contact. Pour moi, c'est super important de vous voir ce soir. Bon, ben, ça contraint l'agenda, mais pour moi, il y a un bénéfice qui est vraiment essentiel. Mais le rôle du DG, c'est de savoir dire non. Quand je suis arrivé DG, mon assistante me disait, tiens, Raphaël, vous arrivez à 7h au bureau,
les premiers rendez-vous, finalement, ce ne sera pas 8 heures, ça sera 7h30, voire 7h15. Non. Ah si, vous êtes déjà là. Et non. Ce moment essentiel me permet de réfléchir en étant seul. À un moment donné, on a besoin de réfléchir seul sur les sujets qui ont été apportés, de prendre du recul, de prendre des décisions, et puis d'avoir ce moment de convivialité. Donc voilà, il y a des choses immuables et il faut savoir dire non. C'est toujours difficile, mais il faut avoir ce courage et l'expliquer. Ça, c'est également essentiel. Et la vie, c'est dans le réseau, c'est ce qui se passe sur le terrain et c'est ce que vous allez mettre en œuvre en accompagnant vos clients pro au quotidien. C'est là que ça se passe, c'est là que se trouve la vérité. Ça va enchaîner du coup sur la troisième partie. Bien joué, hein, vous avez vu. C'est ça. Sur le marché des professionnels. Donc, je voudrais aussi un peu savoir votre définition à vous du marché professionnel, donc votre approche et ce que vous entendez par là. Pour moi, le marché des professionnels, j'ai un petit faible, même un gros faible pour le marché des professionnels. Vous l'avez compris, j'ai démarré sur le marché de l'entreprise, sur le marché des pros. Et c'est un métier juste exceptionnel, le marché des professionnels, parce que nos clients pros, nos prospects pros, ils sont comme nous. Ce sont des commerçants. Ils vendent des produits avec de la valeur ajoutée. Ils vendent des produits avec du conseil. Ils vendent des produits en se différenciant de la concurrence. Donc pour moi, c'est certainement le métier le plus facile. Parce qu'on est complètement en phase avec eux. Et quand j'avais un client qui commençait à négocier sur des conditions, je disais, mais attendez, je suis comme vous, tel produit, à la limite, je pourrais l'acheter à tel endroit 10% moins cher, mais je vais chez vous parce que je vous fais confiance, parce que vous allez m'apporter ce conseil. Et la plus-value que moi je vous ai apportée dans la réactivité, dans le montage du dossier, ça a un prix. Et je vous promets que ça marche dans 99% des cas. Donc le marché des pros, c'est un sujet qui est majeur en Ile-de-France. Pour moi, dans chaque caisse de crédit mutuel, dans chaque succursale, dans chaque agence, il faut qu'il y ait un chargé de clientèle professionnel pour accompagner. Et le chargé de clientèle professionnel, son job, il ne le fait pas derrière son bureau. Quand j'ai rejoint un crédit mutuel, pendant la Société Générale, j'ai pris mon téléphone, j'appelle mes clients pour prendre rendez-vous et aller les rencontrer. Je me disais, là, monsieur Reber, très bien, donc rendez-vous demain à 15h dans votre bureau. Comment ça, dans mon bureau? Non, je me déplace, je vais vous voir. Ah non, mais vos collègues, vos concurrents, ne se déplacez pas, j'allais les voir. Je dis non, je suis sûr que vous êtes fiers de montrer votre outil de travail, vous êtes fiers de montrer dans quel environnement vous évoluez. Et quand vous serez complètement sur le marché du travail, analyser un compte de résultat ou un bilan, bon, ok, à force de le faire, vous allez l'analyser, j'exagère à peine, allez, en 2 minutes, vous allez voir les points essentiels. Le plus important, c'est de voir dans l'environnement dans lequel ils évoluent, comment se trouve leur outil de travail. Quelle est l'ambiance également? C'est parfois des choses imperceptibles, mais qui sont essentielles. Donc voilà, le marché du pro, c'est un métier qui est vraiment génial. C'est un métier également, et c'est ça que je trouve formidable, pour lequel on va contribuer au développement économique de notre zone géographique, et j'ai pas peur de le dire, de l'économie française. Ce qu'on a fait sur le marché des professionnels depuis le Covid, depuis 2 ans, avec notamment les PGE, les prêts garantis par l'État, où on a passé un temps de dingue avec nos clients pro, pas seulement pour monter les dossiers, mais pour les rassurer, ça a été un tournant pour nos clients pro. Et l'objectif phare, c'est effectivement, encore une fois, je suis désolé d'insister sur cette relation de confiance, mais là aussi une relation de confiance avec nos clients pro. Le jour où vous n'avez plus confiance dans votre client pro, il faut plus bosser avec lui.
Le ressenti, c'est important. Alors, il y a le ressenti, il y a toujours les éléments factuels, évidemment, mais si sur les éléments factuels et les questions que vous avez posées à votre client pro, vous dites « Attendez, là, je ne comprends pas », il faut arrêter. Il faut toujours comprendre, il faut toujours avoir du sens dans ce qu'on met en œuvre, bien sûr dans son job, mais il faut qu'il y ait du sens également dans la relation avec notre client pro. D'accord. Donc c'est vraiment le sujet sur lequel, d'ailleurs, hier soir, lors de l'Assemblée générale du Crédit Mutuel Île-de-France, j'ai fortement insisté sur la nécessité pour nous d'accélérer notre développement sur le marché pro. Et le marché du pro, c'est pas de faire que des crédits d'investissement ou de mettre en place des lignes court terme. Tout l'accompagnement qui va autour est porté sur la fidélisation de nos clients, l'épargne salariale, la multi-risque pro, etc. Et donc, je voulais aussi savoir, pour vous, quels types de secteurs sont les plus représentés sur ce marché, même au sein du groupe? Alors, en Ile-de-France, on est côté, alors ça dépend côté CIC, on est très porté sur ce qu'on appelle les CHR, café, hôtel, restaurant. On est assez porté sur les sociétés de services, notamment depuis quelques années. Il y a énormément de personnes qui sont reconverties dans le conseil, donc qui sont détachées de très grosses structures, qui ont préféré fonctionner différemment, que d'être sous contrainte de grands groupes. Et puis on a nos commerces de proximité, donc plutôt naturellement très présents sur ceux qui nous entourent, avec lesquels on tisse des liens de proximité. Alors, il y a dans le marché du pro, pour moi, il y a un autre sujet, c'est celui des associations gestionnaires. Ce ne sont pas les associations de proximité comme des clubs de foot, etc. Ce sont plutôt de grosses structures associatives qui sont gérées comme des PME et qui font partie aussi du portefeuille de quelques caisses de crédit mutuel et quelques succursales. Il y a des grands noms, de très très grands noms qui sont clients. Mais je ne le dirai pas parce qu'on est enregistré. Mais vraiment des très beaux noms. D'accord. Et ce qui me permet de dire qu'il ne faut pas se fixer de limite, que tout est possible. Quand je suis arrivé en Ile-de-France, jamais je pensais qu'on pourrait travailler avec des noms avec lesquels on travaille aujourd'hui. Donc si à un moment donné, quand vous serez pro à part entière, oui, mon tel client, jamais je serai capable de bosser avec lui, et vous dites ça, moi je vous dis, et comme ça, c'est une connerie. Tout est possible. Tout est possible à partir du moment où vous êtes présent, que vous écoutez votre client et que vous l'accompagnez en fonction de ses réels besoins. Voilà, c'est encore une fois une problématique de concurrence. Il ne faut pas lui vendre un produit dont il n'a pas besoin. Il faut répondre à ce que moi j'appelle l'approche globale, à ce qui va lui correspondre. Et donc, n'ayez pas de frein. N'ayez pas de frein sur le potentiel de clients que vous pourrez amener dans votre portefeuille et n'ayez pas de frein sur le développement de votre client. L'initiative est un rôle important. C'est fondamental. C'est vraiment, oui, faire preuve d'initiative, partager. Ça, c'est majeur. Partager ses réussites, partager également ses échecs pour éviter que le collègue d'à côté fasse les mêmes erreurs. Il faut accepter de faire l'échec. D'avoir des échecs. C'est un peu comme un sportif. Un sportif ne réussit pas toujours. Je vais insister sur le PSG, je ne sais pas pourquoi. Ah, c'est parce que j'en ai parlé en rouge et bleu. Bon, le sportif, il a, en théorie, c'est pas le cas du PSG malheureusement, ce don et cette capacité de se remettre en question après un échec. Il faut analyser l'échec. Et puis, il y a notamment Magda Vietenin qui passe demain soir dans le CSC, le Canal Sport Club, parce que je fais de la pub pour elle à 18h30, je crois 18h45, qui fait au dernier JO, qui était potentiel médaille d'or, qui s'est fait sortir au premier tour. Il faut dire que c'était super dur. Et on a ramassé la petite cuillère,
Et j'ai eu un discours avec elle qui était exactement le même discours que son entraîneur, sauf que j'ai dit avec des mots différents. Et ça a fait son cheminement. Elle a rebondi et aujourd'hui, elle est en train de réussir tout ce qu'elle est en train de mettre en œuvre. Là, il y a un prochain concours, notamment de championne d'Europe. Donc, elle est en train de tout gagner et elle est sur une dynamique positive parce qu'elle a eu cette capacité à se remettre en question et dire attends, là, j'ai déconné, ça, il faut que je le fasse différemment. Et donc, il y a une interview demain, je vous encourage les gens à regarder ça. Moi, je considère que nous sommes des sportifs. Avec cette volonté de réussir, d'aller plus loin, je trouve que ça nous va bien. Du coup, maintenant, j'ai une question pour vous. Que pensez-vous de l'activité professionnelle actuellement? Comme vous l'avez évoqué, vous avez parlé du Covid. Actuellement, comment est-ce que vous trouvez l'activité professionnelle? C'est une question difficile. Ce qui s'est passé pendant 2 ans, c'est qu'on a des entreprises et des clients pros qui ont vécu grâce aux aides de l'État. Ce que je pourrais dire, c'est que ceux qui étaient à la limite avant le Covid, il faut qu'on se mette en retraite. Ce qui est complètement incroyable, c'est qu'on a des dossiers qui étaient douteux, contentieux, qui, grâce au Covid, sont redevenus sains. C'est terrible. Et tout ça grâce aux aides de l'État. Je pense que, et on l'a mis en œuvre dans notre groupe, ça a accéléré la capacité de remise en question de nos clients pro. Ça a accéléré la nécessité de trouver d'autres opportunités de développement, d'autres opportunités de valeur ajoutée. Et je pense que pour ceux qui ont eu cette volonté de se remettre en question, ils vont sortir grandis de cette crise, ils vont sortir encore meilleurs, encore plus forts. Et ceux qui se sont dit, je vais bénéficier des aides de l'État, je vais attendre de voir ce qui se passe, pour eux, ça va être super difficile. Donc je pense qu'on va avoir une période d'ici la fin de l'année avec ce retrait des aides progressives qui va être difficile pour ceux qui étaient tendus avant. On a eu très très peu de risques pendant 2 ans. Je pense que cette année va être un petit peu plus compliquée. Donc quand je ne comprends pas, c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur le fonctionnement d'un pro, je me mets en retrait et je n'autorise que ce qui est mérité économiquement. Notamment quand on est sur du court terme, un client qui vous dit je mérite, je sais pas moi, 20% de mon chiffre d'affaires en autorisation court terme. Si économiquement, pas de raison de le faire, il ne faut pas le faire. Si par contre il y a effectivement des délais clients qui sont plus longs et qu'il y a l'une ou l'autre raison bien explicitée, bon, il n'y a pas de problème. Mais ça veut dire qu'effectivement, faisons bien la différence entre ceux qui ont accepté de se remettre en question, ceux qui, en quelque sorte, ont accepté cette crise pour être encore plus forts. Je pense que le Covid, on va vivre avec. Parce qu'on a toutes et tous eu le Covid, en le sachant ou en ne le sachant pas, il va revenir. On vivra des crises. Mais il faut les vivre de manière positive, sans mettre de pression négative, sans être sur les chaînes qui bouclent tout le temps sur le même sujet, avec des personnes qui sont spécialistes un jour du Covid, le lendemain spécialistes de la crise ukrainienne, etc. Donc, il faut être positif, mais garder cet esprit de discernement. Maintenant, j'avais une question pour vous. Quels sont les avantages et les inconvénients du marché professionnel au sein d'une agence? Il y a des avantages. J'ai dit que j'adorais ce métier. Pas d'inconvénients, mais alors vous qui êtes alternant, je veux bien voir votre retour, comme ça je suis à votre écoute. Moi, je vois que des éléments positifs. Donc, il y a peut-être le risque. Donc, par rapport aux engagements aussi qu'on fait avec eux.
en termes de crédit et de remboursement. Ça peut être aussi une forme d'inconvénient pour l'agence. Après, voilà, c'est à nous aussi de mesurer le risque et dès notre relation, comme vous avez dit, avec par exemple le ressenti. Et donc, moi, c'est ce que je vois comme inconvénient. Et donc, c'est finalement, ça va être une force. C'est une force que d'accompagner nos clients pro sur des financements. Trop souvent, on s'auto-censure, on se restreint en disant j'ai peur du risque. Bon, mais notre job, c'est de prendre du risque. Tout à l'heure, je vous disais que moi, au quotidien, je prends des risques. Et vous, demain, vous allez prendre des risques dans vos métiers, dans votre parcours, dans ce que vous allez entreprendre, également à titre personnel. Vous allez prendre des risques, parfois sans le savoir, mais prendre des risques, ça permet de grandir. Et ouais, de temps en temps, on se plante. Bon, ben, c'est pas grave, faut en tirer les conséquences, faut savoir pourquoi. Et je pense que si on est très présent sur le marché des professionnels, si on accompagne régulièrement nos clients pro, on va diversifier le risque. Par contre, si je m'auto-censure et puis vraiment, je vais accompagner. Donc, pour moi, c'est plutôt une force. Donc, ne nous restreignons pas dans l'accompagnement de nos clients pro qu'ils méritent. Et oui, on aura des échecs. Oui, on va prendre du risque, mais ça fait partie aussi de notre métier. Et ce risque, il doit être très nettement compensé par le haut du compte de résultat, par le PNB, par une accélération de notre développement sur ce marché. D'accord. Mais une dernière question, du coup, c'était tout à l'heure, vous nous avez dit qu'une agence était rentable à partir de 2000-2500 clients. Et moi, j'aimerais savoir aussi, en termes donc, de clientèle professionnelle, combien de clients doit avoir un professionnel donc, expérimenté et débutant. Ou alors, est-ce qu'il y a un chiffre particulier, est-ce qu'il y a des normes qu'on peut fixer? Alors, en théorie, un chef clientèle professionnel expérimenté doit gérer 250 gros clients pro. Plus il gère, pour moi c'est important, la partie personnelle du pro, sachant que bien sûr, tout à l'heure, souvenez-vous, je parlais de transversalité, sur des sujets peut-être un peu plus pointus, de gestion de patrimoine ou autre, on sollicite les collaborateurs expérimentés, puis on peut faire un entretien à deux, il ne faut vraiment pas hésiter par rapport à ça. Donc c'est grosso modo 250 groupes pro. Je pense qu'il faut créer un poste, donc je l'ai dit tout à l'heure, au moins un poste de chargé de clientèle dans chaque agence, à minima avec 80 ou 100 clients, mais avec ce potentiel de développement. Donc voilà, moi ce que j'attends ensuite de vous et en tout cas de mes chargés pro, c'est qu'ils soient sur le terrain. Et un truc qui marche de manière exceptionnelle, c'est la recommandation. De temps en temps, on fait des journées de prospection. Alors, ça, voilà, ça fait debout dehors, maintenant c'est une autre dénomination. Et le truc, c'est d'aller voir les clients pro. Ils connaissent parfaitement les commerçants qui les entourent. Et je me souviens même, quand j'étais responsable de secteur, j'avais accompagné un jour dans cette démarche. Puis il y a un client qui m'avait dit, vous pouvez aller à côté, par contre celui-là, là-bas, n'y allez pas, l'autre n'y allait pas non plus. Et il ne connaissait pas le bilan, le compte de résultat, etc. C'est juste sur voilà, le ressenti des clients, la manière d'appréhender les choses. Donc voilà, donc le sujet, 250 groupes pro, la partie particulier, voilà, parce que le raisonnement, c'est un raisonnement proche global. Et quand on est un peu plus junior, autour de 100, c'est pas mal. Mais les clients pro, il faut les appeler, il faut aller les voir, il ne faut pas les oublier. Mais il ne faut pas dire, celui-là, il a une apparence un peu plus dure, donc il va être difficile avec moi. C'est pas grave. Allez-y, prenez des moments difficiles, ce sont ceux-là qui vous font grandir. Les moments faciles, vous êtes dans vos zones de confort.
voilà, ça vous apportera moins que de vous mettre en difficulté. Et puis ça fait du bien, après, de voir que finalement, ça a marché et que vous avez été en réussite. Faites-vous confiance. Comme Axel l'a dit, c'était la dernière question. Donc je vous remercie de votre présence, du temps que vous nous avez accordé, de nous avoir fait confiance, du coup, comme vous le dites. Ouais, c'est essentiel. Je remercie aussi votre assistante, Madame Paradonès, avec qui on a pu échanger. On a pu mettre en place également cette conférence, ainsi que Madame Lax, Madame Borovilla, et aussi tous les intervenants qui sont présents aujourd'hui. Voilà. Très bien, merci à vous et puis bravo pour l'organisation. Et donc là, du coup, on va passer à la seconde partie de la conférence, Très bien. qui sera un moment d'échange avec les autres intervenants, voir s'il y en a qui ont des questions par rapport à la conférence ou alors des questions directement à vous poser. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions par rapport Alors, je vais peut-être, excusez-moi, clôturer l'enregistrement pour laisser libre place à l'échange. Merci beaucoup, Monsieur Rébert, pour ce témoignage ultra intéressant, à la fois sur la direction d'un groupe d'agences et à la fois sur le marché des professionnels. Bravo à vous et je laisse la place aux questions. Merci. Donc, l'enregistrement va pouvoir avoir